Les 20 ans du musée du Quai Branly Jacques Chirac, la réaction des premiers visiteurs de la caverne de JR et les picos et sound systems ultra colorés venus de Colombie. C'est le programme de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous. Il y a 20 ans, le président Jacques Chirac inaugurait le musée du Quai Branly avec l'ambition de donner toute leur place aux arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques. 2 décennies plus tard, le musée revendique plus de 25 millions de visiteurs, 161 expositions et une reconnaissance internationale. Il fait face aussi à de nouveaux enjeux sur l'héritage colonial, la provenance des œuvres et leur restitution. Pour en parler, je suis avec Angélique Delorme. Bonjour. Bonjour Louise. Vous êtes directrice générale déléguée du musée du Quai Branly. Merci beaucoup d'être avec nous. Quand le musée a ouvert ses portes en 2006, certains craignaient un musée réservé à quelques spécialistes des arts premiers. 20 ans plus tard, je le disais, plus de 25 millions de visiteurs ont franchi ses portes. À quel moment vous avez compris que le pari était gagné ? Dès l'ouverture. En fait, c'est vrai que c'est un musée qui n'a aucun équivalent dans le monde, donc ça a été compliqué de tracer un chemin là où il n'y avait pas de traces. Et c'est un musée qui se définit en fait par sa devise depuis l'ouverture, qui est là où dialoguent les cultures. Ce qui est assez atypique pour un musée, c'est d'avoir été créé sur un manifeste politique qui est que l'Occident n'a pas le monopole du beau et que toutes les cultures sont à égale dignité. Et 20 ans après, effectivement, on voit que ce sujet a toujours sa pleine pertinence. Et à l'époque, dans les années 2000, on était dans un monde où on croyait à la fin de l'histoire, on croyait à l'hégémonie américaine, le rouleau compresseur culturel qui allait écraser toutes les cultures. Maintenant, 20 ans après, on est dans un autre contexte, plutôt de repli identitaire et d'archipélisation du monde. Et en réalité, notre propos est toujours pertinent, même avec un contexte qui a évolué. Et puis, c'est vrai que parmi ces 161 expositions qui ont été organisées depuis l'ouverture, certaines ont évidemment attiré un public bien plus large que les amateurs d'ethnologie ou d'histoire de l'art. Je pense par exemple à Tatoueur Tatoué, Bollywood Superstar, Tarzan et plus récemment la très belle exposition Africa Fashion sur la mode du continent. C'est un peu ça la recette, parler des arts premiers, mais justement avec des références qui sont communes à tout le monde. En fait, dès son ouverture, le musée du Quai Branly a créé sa propre signature d'exposition. Il a pu le faire parce qu'on avait une liberté de propos incroyable. Précisément parce qu'on n'était pas enfermé ni dans une chronologie de l'histoire de l'art, ni dans une discipline précise, dans une matière plastique. On a des photos, on a des fonds audiovisuels, on a une salle de cinéma, on produit aussi des spectacles. Et on n'est ni le musée d'une école, ni un musée monographique. Donc à partir de cela, on a réfléchi à la signature Branly et effectivement, on a créé des expos qui détonnaient dans le monde muséal. On a fait appel aussi à des gens qui n'étaient pas du monde muséal. Je pense aussi à une exposition de 2011 qui a été produite par Lilian Thuram et Pascal Blanchard, qui s'appelait Exhibition l'invention du sauvage, sur cette question des zoos humains. Et on a voulu en fait vraiment partir dans des chemins de travers pour aller chercher des publics qui ne sont pas forcément des publics de musée. Et ça fonctionne. Il y a une autre évolution frappante, je voulais qu'on y revienne parce que ça aussi c'est une exposition assez récente, Amazonia. Il y a eu une place particulière accordée aux communautés concernées, puisque en fait ces peuples autochtones ont participé au commissariat de ces expositions. Parlez-nous de ce dialogue des cultures qui est cher au Quai Branly. C'est exactement ça. Le dialogue des cultures nous est cher et nous avons toujours voulu, dans nos expositions, associer aussi les communautés d'origine des expositions et des collections dont nous sommes, au final, un peu les ambassadeurs. Et du coup, effectivement, Amazonia est un exemple, mais aussi tout un tas d'autres expositions. Là, par exemple, aussi en ce moment, on a Plume du Paradis, où on a travaillé avec des artistes de Papouasie-Nouvelle-Guinée. On essaye toujours d'avoir un regard croisé, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est véritablement croiser nos regards et fertiliser la connaissance qu'on a sur nos objets. Et on fait ça de plein d'autres manières. Par exemple aussi pour les journées solidaires qui ont lieu en mai, on a organisé des points témoins dans nos collections permanentes de personnes réfugiées qui venaient parler des objets issus de leur pays d'origine. Et on avait travaillé avec des conservateurs de l'Institut national du patrimoine. Donc c'est vraiment essayer de fertiliser les connaissances et les regards. Alors je le disais, le 5 mai dernier, le Parlement a adopté définitivement la loi cadre sur la restitution des biens culturels acquis de manière illicite pour un musée qui conserve 72 000 objets en provenance d'Afrique, par exemple, parmi les plus de 300 000 objets du musée. Qu'est-ce que cette loi va changer concrètement ?
Alors, le mouvement des restitutions avait déjà commencé. Comme vous le savez, il y a eu le discours de novembre 2017 du président de la République à Ouagadougou qui a posé le principe de restitution temporaire ou permanente, puis un rapport qui a été remis au président de la République, le rapport de Bénédicte Savoy et Felwine Sarr. Et enfin, première grande restitution en 2021 où 26 œuvres du trésor d'Abomey sont reparties au Bénin, et donc venant des collections du musée du Quai Branly. Je crois qu'on les voit à l'image. Et cette année encore, un tambour, le tambour parleur, Gigi Ayokwe, qui est parti en Côte d'Ivoire. Donc effectivement, ça va peut-être mieux cadrer les choses, cette loi cadre, c'est d'où son nom, parce que pour l'instant, on faisait les choses de manière un peu plus impressionniste, un peu plus en casuistique. C'est vrai qu'on a buté longtemps contre un principe juridique qui était l'inaliénabilité des œuvres et leur imprescriptibilité. Maintenant, avec cette loi cadre, ça nous permet de procéder aux choses beaucoup plus facilement lorsqu'il y a des demandes des restitutions, des investigations sur la provenance des œuvres et un souhait effectivement de retour des œuvres vers le pays d'origine. Est-ce que vous avez eu le temps d'aller découvrir la caverne de JR, qui n'est pas si loin du musée du Quai Branly? Alors, j'ai absolument hâte et j'ai déjà prévu d'y aller lundi en espérant que le rush du week-end se soit un peu amoindri. Effectivement, puisque le musée du Quai Branly sera en fête tout ce week-end pour célébrer cet anniversaire. Cette installation temporaire signée JR est installée sur le Pont Neuf à Paris, qui est un clin d'œil au pont emballé de Christo et Jeanne-Claude en 1985. Et bien après un faux départ à cause des intempéries, elle a finalement ouvert ses portes au public. Voici les impressions et réactions des premiers visiteurs. Des jours qu'elle attisait la curiosité. Caverne monumentale, aux allures de barres rocheuses enneigées et signée de l'artiste JR. Une ouverture retardée pour cause de tempête. Autant dire que le public était impatient. Je suis toujours impressionné par ces créations. L'idée des œuvres monumentales dans Paris, je trouve ça toujours... j'aime bien l'idée, j'aime bien, ça fait un peu vivre et ça change les bâtiments et ça donne une nouvelle perception. Il y a 40 ans déjà, les artistes Christo et Jeanne-Claude enrobaient le Pont Neuf. En hommage, JR y a érigé sa caverne. Une galerie immersive de 120 mètres, une odeur qui rappelle la terre humide, le bruit du vent reproduit sous les voûtes. Public conquis. Ça sent, il y a des odeurs, il y a des bruits, il y a un paysage inhabituel, inattendu. On se sent vraiment dans la montagne. Je ne m'attendais pas à que ce soit aussi grand, aussi stupéfiant. JR le créateur est le photographe qui voit grand. À Paris, ses trompe-l'œil monumentaux ont investi le Louvre, le Palais Garnier ou la Tour Eiffel. Ses œuvres s'invitent même dans le monde entier, à la frontière entre le Mexique et les États-Unis ou à Cuba. Il est partout. Mes projets ont souvent plus de chances d'échec que de succès, mais quand ils marchent, il y a un côté magique. Parce qu'à la fin, tout ça, ça a été fait à la main. Et donc, dans un monde où la technologie avance de plus en plus, cette fragilité, elle nous ramène à nous-mêmes. 10 jours après l'ouverture initiale prévue, la caverne du Pont Neuf tombe à pic. Sa structure gonflable recouverte d'une toile serait un bon isolant contre les températures caniculaires. Et ça fait du bien en ce moment. On s'intéresse à présent à une culture afro-colombienne méconnue avec les picos, ces immenses enceintes de rue venues de la côte caraïbe de Colombie. Ultra colorées, elles font vibrer les fêtes de quartier au son des rythmes africains et afro-caribéens. Et elles arrivent en France. Regardez ce reportage d'Amélia Maradas. Tel un phare dans la nuit, impossible de manquer El Mastodonte. À 130 battements par minute, le système son Pico électrise la piste avec une musique tout droit venue de Colombie. Pico, ça ressemble à une grosse armoire avec devant une toile sur laquelle est peinte un dessin assez imposant avec beaucoup de couleurs, plein de petits détails qui correspondent au nom et à l'identité du Pico. Mastodonte, souvent c'est El Gran quelque chose, c'est des noms assez grandiloquents. Et je cherchais un nom qui marchait en français et en espagnol. Donc une sorte de, voilà, je me suis dit un gros éléphant, assez impressionnant. Derrière l'enceinte colorée, le Pico est bien plus qu'un système son.
c'est un univers avec sa musique, ses codes et une culture transmise de génération en génération. Pour moi, c'est un peu la famille. C'est la musique de mes parents et mes grands-parents, en fait. C'est la musique à l'ancienne. Donc, moins commercial de ce qu'on peut connaître aujourd'hui. C'est un peu le lâcher-prise, pour être honnête. Tu vois, là, c'est la soirée du vendredi soir, mais c'est agréable, ça fait du bien. Genre, t'as l'impression de respirer un peu. Originaires de la côte caraïbe colombienne, les sonorisations Pico mêlent rythme afro-colombien et africain. Dans les villes de Carthagène et Barranquilla, chaque quartier possède son Pico, avec ses fresques et surtout une obsession, dénicher le morceau rare comme le titre Salchipapa. J'essaie de trouver la salchipapa. Ça fait partie de la culture de savoir que celui-là, c'est lui qui l'a joué en premier. Et dans les rencontres, il pense que c'est un exclusif, il pense que c'est le seul à l'avoir. Et donc l'autre va le jouer juste pour dire « c'est bon, je l'ai ». De la Colombie à la France, la culture Pico débarque cet été. Le 21 juin, pour la fête de la musique à Paris, El Mastodonte fera trembler les arènes de Lutèce. On finit donc cette émission au son des Picos. Merci beaucoup Angélique Delorme d'être venue nous parler du Quai Branly. Vous en êtes la directrice générale déléguée. Et si vous êtes à Paris, évidemment, venez faire un tour au Quai Branly pour tout un week-end de fêtes et de célébrations les 20 et 21 juin. Merci aussi évidemment à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte au son du flamenco cette fois. Cet art venu d'Andalousie est à l'honneur à la Grande Halle de la Villette jusqu'au 5 juillet prochain. Danse, musique, chant traditionnel et écriture contemporaine sont au programme. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Jamia,